Voilà, lorsque, après une condamnation, un fait vient se produire ou se révéler, ou lorsque des pièces inconnues lors des débats sont présentées, de nature à faire naître un doute sur la culpabilité du condamné. C'est bien le cas du rapport Prodac. Alors, mais dans ce cas précis, M. Ousmane Sonko n'a pas le pouvoir, n'a pas la prérogative de saisir directement la Cour suprême. Ses avocats non plus. Le passage obligé c'est le ministre de la Justice, garde des Sceaux. Donc, il nous a instruit de saisir le garde des Sceaux, ce que nous avons fait, en correspondance, pour lui demander de bien vouloir instruire une demande de révision sur la base de cet élément nouveau. Et le garde des Sceaux, Mme Yacine Fall, qui a hérité de ce courrier-là, a effectivement fait les démarches. Et je tiens à préciser qu'elle ne l'a pas fait en tant que politique. Elle a agi en tant que garde des Sceaux et n'a fait qu'appliquer ce que la loi a prévu, en pareille occurrence. Alors, donc, le texte, il est là, c'est l'article 93. Dans le quatrième cas, donc le cas qui nous concerne, le droit de demander la révision appartient au garde des Sceaux, ministre de la Justice, seul. Ça, c'est la loi organique sur la Cour suprême qui le dit. Donc, c'est le garde des Sceaux seul qui a le droit d'initier la procédure de révision. Et donc, le garde des Sceaux qui statue après avoir pris l'avis d'une commission composée des directeurs de son ministère, du procureur général près la Cour suprême, d'un magistrat du siège de la Cour suprême, désigné par le premier président. Donc, elle n'a pas fait autre chose que de se conformer aux dispositions de la loi. Donc, elle a réuni la commission. Donc, et cette commission qui regroupe les différents directeurs de son ministère a été présidée, pour la circonstance, par un magistrat de la Cour suprême, qui est président de chambre à la Cour suprême. Donc, après le premier président et le procureur général, c'est le magistrat le plus haut en grade au niveau de la Cour suprême. Et, fait important à noter, avec la présence de M. le procureur général himself. Il aurait pu déléguer un avocat général, un premier avocat général, mais c'est lui-même, le procureur général près la Cour suprême, qui est venu siéger au niveau de la commission. Et cette commission regroupe plusieurs magistrats, qui sont 2 directeurs généraux et peut-être 7 ou 8 directeurs. Donc, président de chambre à la Cour suprême, procureur général, directeur, Madame le directeur général de la protection judiciaire et sociale, Monsieur le directeur général de l'administration pénitentiaire, Monsieur le directeur des affaires civiles et du Sceau, Monsieur le directeur des affaires criminelles et des grâces, Monsieur le directeur des services judiciaires, Monsieur le directeur de la justice de proximité et de la promotion de l'accès aux droits, Monsieur le directeur des droits humains, Monsieur le directeur de la dématérialisation et de l'automatisation, Monsieur le directeur de la promotion de la bonne gouvernance, Monsieur le directeur de l'administration générale et de l'équipement, entre autres. Donc vous voyez que c'est quand même des directeurs, et parmi cette liste-là, dans cette liste, vous verrez qu'il y a peut-être 8 magistrats, et pas lesquels, pas n'importe lesquels. Le magistrat président de chambre à la Cour suprême, le procureur général de la Cour suprême, et d'autres magistrats qui ont en tout cas pour tout ce qui était là, entre 25 et 40 ans d'expérience, qui ont occupé toutes les fonctions dans cette magistrature. J'insiste sur la composition, c'est pour que vous sachiez bien que si cette commission ainsi composée examine le rapport du Prodac qui lui a été soumis et décide de donner un avis favorable en estimant qu'effectivement le rapport contient des éléments de nature à épingler, parce que je reprends le mot de notre client, et a émis un avis favorable pour la révision de son procès, ce qui est une première. En tout cas, moi, dans ma petite expérience, je n'ai pas encore eu vent de la réunion de cette commission qui aurait rendu un avis favorable à une révision d'un procès quel qu'il soit. Alors donc, c'est pourquoi nous estimons que
cette commission qui est quelque part même l'émanation de la Cour suprême, puisqu'il y a un président de chambre, je pense que ce doit être le président de chambre le plus ancien, je n'ai pas cité son nom, et monsieur le procureur général, c'est une émanation de la Cour suprême, et je vois mal demain la Cour suprême venir prendre le contre-pied de la commission qui a émis un avis favorable, d'autant plus qu'il n'y avait absolument rien d'extraordinaire, de particulièrement technique. Il s'agissait de faits qu'il fallait juste apprécier. Le rapport, est-ce que le rapport contient des éléments qui peuvent incriminer Mame Mbaye Niang? Ils disent oui, effectivement. Parce que Mame Mbaye Niang a signé un ordre de service de démarrage des travaux au profit de l'entreprise Green 2000, 5 mois avant la signature du contrat. Et ce qui a permis à cette entreprise de se faire payer à hauteur de 2 milliards et poussière, alors qu'il n'y avait pas encore de contrat. Rien ne liait cette entreprise avec l'administration sénégalaise, avec le Prodac. Et pourtant, on a signé un ordre de démarrage des travaux au profit de cette entreprise. Bon, voilà. Maintenant, après, les commentaires, ceux qui auront le rapport, peut-être pourront les faire, mais il n'y a rien de nouveau sous le soleil, parce que c'est exactement ce qui avait été dit à l'époque, et c'est exactement ce qui était consigné dans le rapport qui circulait sur le net, et sur lequel, d'ailleurs, monsieur du Forum civil, comment il s'appelle encore, Birahim Seck, a fait un ouvrage, un excellent ouvrage, qui décortique le rapport de A à Z. Donc ça, ce n'est pas un secret, c'est vraiment dans le domaine public, j'allais dire. Et au vu de cet élément-là, la commission a émis un avis favorable, et le garde des Sceaux, comme la loi l'y invite, l'article 93, la Cour suprême est saisie par son procureur général à la demande du garde des Sceaux, ministre de la Justice, soit d'office, soit sur réclamation des parties indiquant un des 3 premiers cas. Pour les 3 premiers cas, c'est les parties qui saisissent. Mais pour le 4e cas, concerne M. Ousmane Sonko, c'est le garde des Sceaux qui a saisi le procureur général. Aujourd'hui, le dossier a été transmis au procureur général, qui à son tour doit saisir le premier président de la Cour suprême, qui doit réunir la Cour pour statuer sur la recevabilité de cette demande de révision. Bon, en termes de recevabilité, on peut distinguer peut-être de recevabilité formelle. Est-ce que la procédure qui a été prévue a été suivie par le garde des Sceaux? Oui, elle a réuni la commission. La commission a émis un avis favorable. Elle a transmis au parquet général. Donc, de ce point de vue-là, du point de vue formel, la procédure a été respectée. Dans le fond, je ne vois pas ce qui peut aujourd'hui empêcher la révision du procès. Certains seraient tentés de penser qu'avec l'intervention de la loi d'amnistie, la révision ne pourrait prospérer, on ne pourrait pas aller à la révision du procès parce que c'est des faits qui ont été amnistiés. C'est vrai, c'est des faits qui ont été amnistiés. Mais c'est une amnistie qui procède d'une loi ordinaire. Je vous ai dit tout à l'heure que dans la hiérarchie des normes au Sénégal, la loi organique a une place supérieure à celle des lois ordinaires. Il y a la Constitution, il y a les lois constitutionnelles, il y a la loi organique, il y a les lois ordinaires. Alors, donc, une amnistie prévue par une loi ordinaire, est-ce qu'elle peut influer sur une procédure prévue par une loi organique qui lui est supérieure? En droit, non. Et d'ailleurs, pour cette même affaire, si on devait suivre cette logique, la Cour suprême ne se serait pas prononcée sur le rabat d'arrêt. Parce que le rabat d'arrêt est intervenu après la loi d'amnistie. Pour autant, la Cour suprême a déclaré la procédure en rabat d'arrêt recevable, l'a examinée et a statué sans même évoquer pas une seule seconde ou ni sur une seule phrase la loi d'amnistie. Parce que la loi d'amnistie ne joue pas dans ce cadre-là. Mais il y a mieux aussi. Si on considère, même si on devait considérer que la loi d'amnistie pourrait être un obstacle à la révision du procès tel qu'elle est prévue par des dispositions supérieures d'une loi organique, même si par extraordinaire on devait considérer cela,
Mais il reste que la loi d'amnistie elle-même prévoit à son alinéa 3 que cette loi d'amnistie, cette amnistie ne préjudicie pas aux droits des tiers. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que ceux qui ont bénéficié de condamnations civiles prononcées par des décisions pénales sur des faits amnistiés, ces parties civiles-là, leurs droits sont préservés. Donc aujourd'hui, Mame Mbaye Niang dispose d'une condamnation sur les intérêts civils à un montant de 200 millions qu'il peut, du jour au lendemain, exécuter. Il a contraint d'ailleurs M. Ousmane Sonko, dès après sa condamnation, à aller faire muter le seul bien qu'il détient, la seule maison qu'il détient à la cité Gorgui. Il l'a muté au nom de ses épouses et de ses enfants pour la faire échapper à une éventuelle saisie, parce que Mame Mbaye Niang a crié Urbi et Orbi qu'il allait exécuter, qu'il allait, et que le produit, il allait le donner même à des daras, je pense, c'est ce qu'il avait dit. Alors, donc pour éviter tout cela, il a contraint M. Ousmane Sonko, le président Ousmane Sonko, à muter ce bien-là au nom de ses enfants et de ses épouses. Alors, donc, cette amnistie laisse entier le droit des victimes de l'infraction. Ici, la victime, entre guillemets, de l'infraction de diffamation, c'est Mame Mbaye Niang. Donc, ne serait-ce que de ce point de vue-là, et ça, c'est une question qui est réglée par la jurisprudence française déjà, avant même l'intervention de la loi d'amnistie, c'était déjà réglé. Mais aujourd'hui, nous avons un fondement légal, c'est l'article 3 de la loi d'amnistie qui dit que cette amnistie ne préjudicie pas aux droits des tiers. Ne serait-ce que pour ça, M. Ousmane Sonko a tout intérêt à ce que son procès soit révisé pour ne pas avoir à payer les 200 millions. Je pense qu'on n'a pas besoin d'être juriste pour comprendre cela. Donc, c'est ce qui a fait, ce qui fait que donc, aujourd'hui, dans le fond, je vous avais dit tout à l'heure que du point de vue de la régularité formelle, le recours est parfaitement recevable, mais au fond également, il n'y a absolument aucun obstacle qui pourrait aujourd'hui empêcher la Cour suprême de réviser le procès. Voilà. Donc, maintenant, après, ce qui va se passer, si la Cour déclare le recours recevable, ce sur quoi nous n'avons absolument aucun doute, puisque la commission telle qu'elle est composée a rendu un avis favorable, je vois mal la Cour suprême aller à contresens, et je verrai mal sur quoi elle pourrait d'ailleurs se fonder pour dire non. Alors, si c'est le cas, l'affaire va être renvoyée devant une autre cour d'appel, ça peut être la cour d'appel de Thiès, celle de Saint-Louis, celle de Kaolack, Ziguinchor, Tamba, pour être statué à nouveau sur l'affaire Mame Mbaye Niang contre Ousmane Sonko. Et en ce moment-là, c'est la Cour suprême qui va fixer le périmètre du procès de renvoi. Cela veut dire que le texte prévoit que la Cour suprême va indiquer les questions sur lesquelles le procès va tourner, les questions qui devront être posées, et ces questions-là, vraisemblablement, elles vont tourner autour du rapport. Voilà. Est-ce que le rapport existe? Est-ce qu'il a été signé? Voilà. Est-ce que les propos, est-ce que le contenu, voilà, incrimine Mame Mbaye Niang, etc. Bon, je suis en train d'anticiper, je ne suis pas dans la tête des magistrats de la Cour, mais j'imagine simplement que c'est peut-être cela que, autour de cela que les questions vont tourner. Alors, donc, le point le plus intéressant pour M. Ousmane Sonko, parce que moi je pense que tout cela c'est évident, que la révision telle qu'elle est enclenchée, elle va aboutir à un nouveau procès. Je vois mal que ça ne se fasse pas compte tenu de ce que je viens de dire. Mais vous verrez, en lisant la loi organique sur la Cour suprême, c'est l'article 95. Voilà. Alors, voilà ce que dit l'article 95 de la loi organique.
l'arrêt ou le jugement de révision. Donc, si la Cour suprême décide de renvoyer devant la Cour d'appel de Kaolack, par exemple, pour être jugé, et que la Cour d'appel, au vu du rapport, dise, ce qui est fort probable et presque même indubitable, qu'il n'y a pas de diffamation, parce que le fait qui était réputé diffamatoire, en réalité, c'est un fait qui est là, qui existe. Le rapport est là et qui incrimine. Et elle va infirmer la décision et relaxer M. Ousmane Sonko du fait de diffamation, du chef de diffamation. Et dans ce cas, cet arrêt ou le jugement de révision, d'où résulte l'innocence d'un condamné, peut, sur sa demande, la demande du condamné, lui allouer des dommages et intérêts à raison du préjudice que lui a causé la condamnation. Alors là, ça va être intéressant. Parce que pour quelqu'un qui se plaint d'avoir été diffamé en ce que celui qui l'aurait diffamé aurait prononcé le mot épinglé, on lui alloue 200 millions, parce que simplement on a utilisé le mot épinglé. Qu'adviendrait-il de celui qui a été privé d'être candidat à l'élection présidentielle, qui a été emprisonné, qui a été sous la menace de perdre sa maison au point de muter sa maison à sa progéniture et à ses épouses, et il a payé 22 millions de frais de mutation, tout cela pour faire échapper, sur la base vraiment d'un gros mensonge par omission, parce que le mensonge par omission, c'est de dire qu'il n'y a pas de rapport, alors que le rapport existe. Voilà. Et puis, il y a même un mensonge positif. C'est celui qui a été fait par le coordonnateur du PRODOC, pas celui qui était là au moment du rapport, mais celui qui l'a remplacé, parce que M. Samba Laobé, je pense, il est décédé, Dieu ait pitié de son âme. Celui qui l'a remplacé, M. Amadou Niang, dans le cadre de l'enquête préliminaire, M. Adramé Sarr, commissaire de la DIC, lui a fait une réquisition pour lui demander est-ce qu'il y avait un rapport PRODAC tel que Ousmane Sonko l'affirmait. Alors, le monsieur, il répond, c'est une pièce de notre dossier pénal, il n'existe pas de rapport PRODAC. Voilà ce qu'il dit. Il s'est agi d'une enquête portant sur le contrat clé en main relatif aux études et aménagements hydro-agricoles des domaines agricoles de Sefa, Itato, Keur Sambakan et Keur Momarsar, conclu entre le PROGAD et Green 2000, dont le rapport n'a pas été approuvé. Voilà ce qu'il dit. Dont le rapport n'a pas été approuvé. Et ça, il le dit en 2023. Or, le rapport, non seulement il existe, il a été approuvé, il a été signé en 2018. En 2018. Ça, c'est un gros mensonge sur lequel on s'est fondé pour dire que M. Ousmane Sonko a diffamé Mame Mbaye Niang. Voilà. Donc, je ne vais pas tout dire parce que je ne suis pas seul. J'ai mes confrères qui vont prendre certainement la parole pour appuyer, enfin, en tout cas, revenir sur certains de ces points-là. Mais voilà des axes intéressants sur lesquels donc, on devrait réfléchir. Alors, le préjudice, il est immense. Imaginez-vous si Ousmane Sonko n'avait pas été condamné et qu'il avait été candidat à l'élection présidentielle de 2024. Qu'est-ce qui se serait passé? Je vous laisse le deviner, ce n'est pas à moi de le dire. Alors, mais il n'est pas le seul, il n'est pas la seule victime de cette cabale, parce qu'en fait, il s'agit d'une cabale administrativo-judiciaire, parce qu'on a mis en branle toute la machine administrative et toute la machine judiciaire pour broyer un individu. C'est quelque chose voilà, auquel vous avez tous assisté. Alors, mais au-delà de sa personne, tous les Sénégalais, dont moi-même, parce que moi, si Ousmane Sonko était candidat, moi j'aurais voté pour lui. On m'a privé du droit de vote, j'ai voté pour le président Diomaye, on m'a privé du droit de voter pour Ousmane Sonko. Et nous sommes des millions de Sénégalais qui ont été privés de ce droit. Et pourquoi? Sur la base d'un mensonge. Sur la base d'un mensonge. Et il est aujourd'hui important que ce mensonge-là soit révélé et qu'on revienne dessus. Mais il y a des gens qui ont perdu leur vie. Combien sont-ils? Ils sont morts à cause de cela. Combien
sont-ils à avoir croupi en prison pendant de longs mois? Combien sont-ils à avoir perdu leur business, leur affaire? Combien sont-ils à avoir été mutilés? Et au-delà de ces personnes, même en Afrique, Ousmane Sonko, vous le savez, c'est une icône africaine. C'est un panafricaniste sur qui beaucoup d'espoir était cristallisé. Parce que sa réussite allait sonner comme peut-être un boulevard pour les autres opposants africains, pour que les gens comprennent que c'est possible. C'est possible d'y arriver. Malgré tout ce qui s'est fait, toute la machine qu'on a déployée contre lui, il est parvenu à ses fins. Hélas, à cause d'un Mamba Niang, d'un gros mensonge qui a fondé des décisions de justice, tout cela n'a pu se faire. Donc le préjudice, il est incommensurable. On a l'habitude, ces mots qu'on utilise souvent dans notre jargon, nous autres avocats, mais nous sommes dans un cas d'école typique de préjudice incommensurable qui ne peut même pas être réparé en argent. On lui aurait versé, on aurait condamné Mamba Niang à lui payer 100 milliards de dommages et intérêts, ça ne réparerait pas le préjudice subi par Ousmane Sonko et tous ses partisans et tous les membres du PASTEF. Et le moment venu, croyez-le bien, nous ne manquerons pas de demander des dommages et intérêts sur cette procédure-là. Et la loi nous permet aussi à M. Ousmane Sonko d'agir autrement ailleurs, devant une autre juridiction pénale, pour se faire allouer d'autres dommages et intérêts sur la base de la dénonciation calomnieuse. Et nous nous réservons, nous, notre client, nous avec lui, bien sûr, d'user de toutes ces voies de droit. Alors, j'ai parlé trop longtemps, vous savez, les avocats, nous sommes parfois trop bavards, mais vous comprendrez que ce que j'ai envie de dire, tout ce que j'ai envie de dire, je n'ai pas pu le dire parce qu'il faut que je laisse la place à mes excellents confrères qui sont là. Et donc...